Salut, ici Steve, ton coach en santé globale. Je suis super content de te voir sur cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est la procrastination. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive de procrastiner, ça m'arrive de choisir de rester assis au lieu de passer à l'action. Alors, je me suis posé des questions, puis je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on décide de rester assis, scotché sur le divan, au lieu de faire ce qu'on a à faire? Alors, cette vidéo-là sera en 4 étapes. De comprendre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, de voir les mécanismes qui sont en jeu, de pouvoir savoir comment on peut se recadrer, comment on peut changer cette façon de faire-là, et finalement, quels sont les exercices, les astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir que ce soit plus facile. Premier point à voir avec la procrastination, c'est, ça sert à quoi la procrastination? Pourquoi notre intérieur choisit la procrastination au lieu de passer à l'action? Pour ça, il faut comprendre un peu comment l'humain fonctionne. L'humain fonctionne sur 2 leviers particuliers. Un des moteurs qui va nous faire agir ou empêcher d'agir, c'est qu'on veut soit augmenter notre plaisir ou diminuer une souffrance. Ce qui est intéressant avec la procrastination, c'est que ça travaille un petit peu sur les 2 modèles en même temps. J'ai premièrement l'impression que j'évite une souffrance parce que, en n'agissant pas, en n'y allant pas, je vais éviter de faire ce qui me dérange. Donc, je vais peut-être éviter une humiliation, peut-être éviter de me faire chier, peut-être éviter une personne ou une situation. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un gain là. Et en plus, ce gain-là va être amplifié parce que je vais choisir pour procrastiner quelque chose que j'aime. Je vais soit aller sur Netflix, je vais me faire déranger par mon téléphone, aller voir mon fil d'actualité. Je vais faire toutes sortes d'activités qui me plaisent sur le moment et qui vont m'éviter d'aller dans ce qui me déplaît. Le problème, c'est que c'est un quick fix, qu'on pourrait dire en bon français. C'est une solution à court terme qui est intéressante, mais qui à long terme l'est plus. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais empiler les choses que j'ai à faire, je vais augmenter mon stress, je vais augmenter ma sensation d'oppression et en plus de ça, ça va venir jouer éventuellement sur mon estime de moi parce que je vais avoir l'impression que je ne fous jamais rien de ma vie, qu'à la fin de la journée, j'ai perdu beaucoup de temps sur plein de choses et donc j'ai plus de temps pour faire ce qui était supposé être fait. Et là, tranquillement, le regard extérieur va venir sur moi. Mon patron va venir me dire que j'ai pas fait ce qui est là. Ma conjointe ou mon conjoint va venir me faire des reproches parce que j'ai pas sorti les vidanges, parce que j'ai pas fait ce qu'il y avait à faire. Et finalement, je vais en payer des coûts beaucoup plus grands que le bénéfice. Mais à la base, notre comptable intérieur à court terme va nous dire que c'est une bonne solution. T'aimes pas ça, c'est pas grave, fais autre chose. Ça peut attendre. Mais éventuellement, en faisant ce processus-là, c'est qu'on repousse, on repousse, on repousse encore et encore. Et finalement, tout ce que ça fait, c'est venir augmenter le sentiment d'angoisse, augmenter les choses que j'ai à faire et me faire sentir de plus en plus incompétent dans ma vie. Donc, à long terme, c'est pas une bonne solution. Le deuxième point, maintenant, il faut savoir qu'est-ce que je veux éviter. Quelle est la souffrance que je veux absolument pas vivre? Et pour ça, je vais devoir me poser des questions. Ces questions-là, c'est le quoi? C'est quoi que je cherche à éviter exactement? C'est qui que je cherche à éviter? Est-ce qu'il y a un lieu, un moment, donc c'est quand, c'est où? Puis comment je vais faire pour éviter tout ça? C'est quoi que je choisis versus l'autre chose. Donc, au lieu de faire l'appel téléphonique que je dois faire, au lieu de sortir les vidanges, parce qu'en réalité, il y a un processus de peur derrière. Il y a une peur que je veux éviter. Il y a une situation que je veux éviter. Parce que dans le passé, j'ai vécu quelque chose de similaire et mon intérieur a enregistré une souffrance, une douleur. Et maintenant, il veut simplement l'éviter. Et ce mécanisme d'évitement-là s'amplifie d'une fois à l'autre parce que j'ai de plus en plus l'impression que si je le revivais, ce serait terrible. Et mon intérieur va donc mettre en place tout un scénario, tout un dialogue intérieur qui va être grossi, qui va zoomer l'événement, la petite chose que je veux pas,
il va me la présenter comme si c'était un monstre, comme si ma vie était presque en danger si je me présentais ça. Parce qu'il faut comprendre que les processus qui sont en place dans tout ce système-là fonctionnent dans mon cerveau. Et mon cerveau, ben, il y a plusieurs zones dans mon cerveau. Et là, ce qui va être en action, c'est qu'il va y avoir une émotion négative qui vient à partir de la situation. Ça veut dire que quand je pense à la situation, pour y penser, ben, je vais me projeter dans l'image, dans l'image de faire ça, et ça va m'amener un état intérieur, une émotion, que la partie, l'hippocampe dans le cerveau, va amener une émotion qui est là. Et cette émotion-là va envoyer un signal à ma partie reptilienne, ma partie de survie, mon instinct de survie, qui va donc me dire de passer à l'action ou de ne pas passer à l'action. Parce que lorsqu'il y a une peur, lorsqu'il y a un sentiment négatif, il y a 3 façons essentiellement de réagir. Soit je vais fuir, soit je vais figer, ou soit je vais me battre. En anglais, ce serait fight, les fameux 3 F. Finalement, ben, je cherche juste à pouvoir éviter quelque chose qui pourrait mettre ma vie en danger. Le problème, c'est qu'on s'entend que pas sortir les vidanges, sortir les vidanges, ça ne met pas ma vie en danger. Faire tel appel, ça ne met pas ma vie en danger. Sauf que l'intérieur, l'inconscient, lui, il ne fait pas la différence, comme le cerveau, entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Et donc, pour lui, c'est aussi réel, cette menace-là, que lorsqu'on est dans la forêt et qu'il y a un ours qui est sur le bord d'attaquer et que je dois agir. Et pour ça, ben, il va s'être mis un paquet de mécanismes, un paquet d'histoires en place qui vont bâtir mes croyances, qui vont bâtir mes valeurs, qui vont faire en sorte que je vais donc réagir en utilisant la procrastination au lieu de faire ce que j'aurais à faire parce que finalement, tout ce que je veux, c'est pouvoir éviter, comme on a vu, c'est un mécanisme d'adaptation ou un mécanisme de protection de quelque chose qui, de façon fictive, pourrait me mettre en danger, mais pour l'intérieur, c'est tout à fait réel. Alors, une fois que j'ai identifié ce dialogue-là intérieur, que j'ai pris la peine de respirer, d'aller m'installer et de me poser la question, bon, c'est quoi? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Qu'est-ce qui est là? Et une fois que je regarde ce qui est là, quel est le dialogue intérieur qui se met en jeu? Quel est ce scénario-là qui me semble si pénible? Ah, ça va être plate. Ah, j'aime pas ça. Ma belle-mère va être là. Ah, il va y avoir telle affaire. Et donc, il y a plein d'affaires qui vont zoomer et on va grossir sur cet événement-là jusqu'au moment où je vais donc décider de faire autre chose au lieu de faire ce que j'ai à faire. Donc, une fois que ça c'est fait et que je vais me mettre en solution, on va voir que des fois, la prochaine étape, ça va être de questionner, de remettre, de recadrer ce qui se passe dans l'intérieur. Donc, de pouvoir questionner à partir du moment où j'ai identifié ce qui est là, parce que tant que je n'ai pas identifié un petit peu ce qui est là, que je ne me suis pas regardé et je ne me suis pas posé de questions, ben, si je demande à quelqu'un, ben, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ben, je ne sais pas. Ça me tentait juste pas. OK, mais pourquoi ça ne te tentait pas? Il y a plus que ça. Donc, une fois qu'on a identifié le derrière, le mécanisme, ce qui se passe en coulisses, comment l'inconscient, le cerveau, vient mettre en place tout un scénario, toute une mécanique qui maintient dans la situation, parce que tout mon intérieur, il y a une bonne intention, c'est de me faire survivre, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Le problème, c'est comme on a vu dans la première partie, ça marche à court terme, mais à long terme, je vais payer des conséquences de ça, donc ça va être bien pire tantôt. Alors, ce qui est important, c'est vraiment une fois que je vais avoir mis ça, je vais donc passer à la 3e étape, qui est de recadrer et de pouvoir mettre en place un questionnement ou de redire à mon intérieur, ben non, calme-toi, c'est pas si grave que ça, si. Et je vais donc ramener, dézoomer, défocaliser sur ce qui était terrible et voir que choisir intérieurement, de dire, ben non, c'est quand même pas si pire que ça. Il n'y en a pas de problème. Croiser ma belle-mère, c'est pas agréable, mais c'est pas si grave que ça. Faire le coup de téléphone, puis de me sentir en dedans shaké, puis ça, c'est pas la fin du monde. De toute façon, je vais devoir le faire, ce téléphone-là. Qu'il me plaise ou qu'il me plaise pas, je vais devoir éventuellement affronter mon monstre. Et mon monstre est pas si pire que ça. Et comment je peux pouvoir me préparer des fois? Parce que des fois, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas les outils.
Et si je ne me suis pas mis en situation de questionner ce qui est pour moi, ce qui vient, bien, effectivement, je risque de partir non outillé parce que quand dans le passé, j'ai eu des événements négatifs ou des choses qui se sont mal passées, souvent, si je suis très honnête, c'est parce que je n'étais pas prêt. C'est parce que je n'avais pas les bons outils. C'est parce que je n'avais pas fait la structure, peut-être le travail avant de pouvoir passer à l'action. Parce qu'encore là, ben, ça ne me tentait pas, ce serait difficile. Et j'ai procrastiné sur cette partie-là. Et quand j'ai décidé de le faire, ben, effectivement, je n'étais pas prêt. Et ça n'a pas marché. Et je vais revenir sur ce fameux phénomène-là de constamment, ben, j'ai eu quelque chose de négatif et maintenant je veux éviter ce négatif-là. Mais il faut se poser la question, mais pourquoi ça a été négatif? Qu'est-ce que je n'avais pas fait que là, je pourrais faire différent cette fois-là? Comment je peux remettre en question le scénario et comment je peux recadrer ce scénario-là à l'intérieur pour le remettre d'actualité. Donc, ce qui est important, c'est que souvent dans le dialogue intérieur, on va voir qu'il y a des toujours, il y a des jamais. Moi, on ne me comprend jamais. Je suis toujours le dernier choisi. Et là, une fois que j'ai identifié des toujours et des jamais, c'est peut-être me poser la question de dire « Ah ouais? Toujours? Il n'y a aucune exception. Ça s'est toujours passé de même pour toi. Il n'y a jamais eu de réussite. » Ben non, mais oui, il y en a eu quelques-unes. OK, donc c'est pas toujours. C'est souvent. Mais non, pas si souvent que ça. 2, 3 fois. Ah, OK. Donc, on remet en perspective, on remet en place la situation réelle. Et là, tout d'un coup, intérieurement, ça se place. Et quand ça s'est passé, je peux me poser la question, quand ça s'est passé mal, c'est quoi qui s'est vraiment passé? Quelles étaient les circonstances de pourquoi ça s'est bien passé ou mal passé? Et là, oups, ben, je peux voir qu'effectivement, je manquais de préparation, il y avait eu telle affaire. Et à ce moment-là, ben, je peux m'assurer que ces paramètres-là vont être pris en charge et que j'évite au maximum que ça se reproduise de façon négative. Et si ça se produisait de façon négative, est-ce que c'est tant la fin du monde que ça? Parce qu'un échec, c'est un apprentissage. Parce que je ne peux pas évoluer si je ne prends pas la peine de regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Si je ne remets pas en question la situation puis me dire, est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais pu faire autrement qui aurait amené un autre résultat? Le problème, c'est qu'on veut tellement éviter la situation que lorsqu'on va la voir, bien effectivement, je suis tellement paniqué qu'il y a de fortes chances que je ne vais pas bien la gérer et que je vais donc recréer ce que je m'attends, un échec, une douleur. Et à ce moment-là, ben, ce ne sera pas positif et je vais venir valider ma croyance limitante que moi, je ne suis pas doué. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de parler en public. Je ne suis pas quelqu'un qui gère telle ou telle affaire. Parce qu'on me l'a dit quand j'étais tout petit. Et depuis ce temps-là, je continue encore à répéter ces situations-là parce que je ne prends pas la peine de me re-questionner. Je ne prends pas la peine de voir ce qui est là. Et là, j'entends la famille Ouimet se réveiller. Hein? C'est quoi les Ouimet? Ben, c'est la famille Ouimet, moi j'appelle ça, c'est les gens qui vont avoir des objections à tout ce qu'on dit quand on dit de se prendre en main. Ouais, mais là, Steve, c'est pas de ma faute, il y a telle affaire. Ouais, mais dans telle circonstance. Ouais, mais on peut bien avoir tous les Ouimet qu'on veut. Il reste qu'on est responsable de notre vie. Je ne suis pas coupable d'une situation, mais je suis responsable de la façon que je vais décider d'agir ou de ne pas agir dans la situation. Et ça, ce n'est que moi à qui je peux rendre des comptes. C'est de ma faute d'une certaine façon, dans le sens où c'est moi qui ai fait le choix. C'est moi qui est responsable des choix que j'ai faits. Et donc, à ce moment-là, je vais me poser les bonnes questions pour pouvoir remettre en perspective ce qui est là. Et s'il manque quelque chose avant, hein, si j'ai peur de faire tel appel parce que là, j'ai peur qu'on me pose telle ou telle question, ben, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'être préparé si cette question-là vient? Parce que si dans mon coffre d'outils, j'ai ce qui est là, si je me fais confiance qu'au bon moment, j'aurai les bons mots, j'aurai les bonnes réponses, puis que si je ne les ai pas, ben, au lieu de perdre la face, au lieu de paniquer, de simplement dire « c'est une excellente question. Écoute, je n'avais pas pensé à cet angle-là. Laisse-moi la noter. Je te reviens tantôt avec la réponse. » Au lieu de paniquer. Il n'y en a pas de problème. Il faut se mettre en mode solution. Et cette mode solution-là va nous permettre
de pouvoir dégonfler le monstre de la peur, reprendre le contrôle, augmenter ma confiance en moi, augmenter la confiance en mes ressources. Et pour ça, on va voir dans des prochaines vidéos comment c'est important d'avoir un bon coffre d'outils, comment c'est important de savoir que je suis équipé. Parce qu'un exemple, moi je peux être paniqué à l'idée de faire une crevaison sur la route. Pourquoi? Parce que j'en ai jamais changé un. Parce que j'ai jamais pris la peine de changer un pneu pendant que c'est pas dramatique, pendant que je suis pas sur le bord de l'autoroute, pendant que tout le monde me regarde, pendant que j'ai chaud, pendant que je panique, pendant que je ne sais plus. J'ai-tu même le bon pneu à l'arrière? Est-ce que j'ai les outils pour changer mon pneu? J'ai-tu pris la peine de regarder ça? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, si je ne me suis pas assuré que j'aurai au moment opportun les bons outils pour le régler, et que avant le drame, j'ai pris la peine de m'assurer que j'ai les connaissances et que j'ai au moins réussi une fois à le faire, bien là, à ce moment-là, si tout ça est là, l'angoisse va être beaucoup moins là, parce que je sais que si ça arrive et c'est plate, personne aime faire une crevaison, mais si je sais que j'ai les outils, si je sais que je suis allé chercher les connaissances, les habiletés dont j'aurai besoin pour cette situation-là donnée, ben il n'y en a plus de problème. Et si une des choses qui fait que j'évite de conduire, c'est une peur irrationnelle intérieure de tomber en panne et d'avoir une crevaison, ben si j'ai réglé de savoir que je saurai au moment opportun comment agir parce que j'ai les outils et j'ai les connaissances, et si je ne les ai pas, que je sais que je peux communiquer avec quelqu'un, et au pire, qu'il y aura un bon samaritain prêt à m'aider, si je peux remettre tout ça en perspective, il n'y en aura pas de problème et je vais passer à l'action parce que j'ai confiance. D'abord et avant tout, c'est de s'assurer de tout ça. Donc, quatrième partie très importante maintenant aussi, ben, c'est quoi les trucs? Hein? On vient de voir que si je suis préparé, si je suis allé chercher des outils, des connaissances, des habiletés avant, dans une situation donnée, ben, c'est rassurant. Parce que je peux me dire, si le scénario joue dans ma tête, wow, ça va être plate, là, j'aimerais pas ça, mais je suis capable, là, on panique pas. Mais dans les petites procrastinations du jour le jour, quand je veux pas me poser 6000 questions, puis que tout d'un coup, arrive à moi des mécanismes de procrastination constants. Comment je sors du cycle de la procrastination? Première des choses, ben, moi j'ai la règle du 5-10 secondes. C'est-à-dire que lorsque j'ai la pulsion d'aller faire quelque chose, ben, je réfléchis pas. Je laisse pas le temps au scénario de commencer à se mettre en place. Ça veut dire que quand j'ai la pulsion d'aller faire ma vaisselle, puis que je suis sur mon divan, que je dis « Ah oui, il faudrait que j'aille faire ma vaisselle », bien c'est sûr que si je laisse plus de 10 secondes, puis j'ai l'idée de la vaisselle, le dialogue intérieur va partir. Ben non, ça te tente pas. Continue ton émission. Hey, c'est plate d'aller faire la vaisselle. De toute façon, tu vas avoir à en refaire encore tantôt. Puis, il va venir se mettre plein de petites affaires qui fait que je vais décider de brrr, ma pulsion va s'en aller. Ça veut dire que dès que j'ai une pulsion, de dire OK, il faudrait que j'aille le faire, 5, 4, 3, 2, je me lève les fesses et j'y vais immédiatement sans réfléchir, sans laisser le temps au dialogue intérieur de se mettre en place. Deuxième des choses, c'est tout ce qui est autour que je m'aperçois qui est à faire et qui prend moins de 2 minutes à faire, je le fais tout de suite. Ça veut dire que je rentre, au lieu de pitcher mes clés quelque part et de risquer des pertes et de ne plus me souvenir où je les ai mis, puis tout ça, j'allais les mettre tout de suite où c'est supposé. J'entends le sèche-linge cesser. Au lieu de me dire tantôt, je me lève, je descends, je mets ça au moins dans le panier pour le voir et pas l'oublier dans la sécheuse. Même chose pour le lave-linge. Et il y a plein d'exemples comme ça où quand je vois quelque chose et je me dis « Ah, faudrait que je fasse ça », ben, au lieu de me dire « Faudrait que je le fasse », ben je le fais. Parce que vouloir quelque chose, ce n'est pas passer à l'action. Hein? Je ne peux pas vouloir faire quelque chose pendant je le fais ou je le fais pas. Le cerveau ne sait pas ne pas faire, dans le sens où lorsque je m'imagine faire quelque chose, ben ça ne l'a pas fait. Et c'est là où tous les dialogues, où vont se réinstaller. Ça veut dire que passer à l'action, c'est toujours une meilleure solution.
sans trop réfléchir à ce moment-là. Et c'est de s'engager à faire le minimum. Donc, un autre des trucs, c'est de se dire, quand c'est énorme dans ma tête, hein, partir puis faire le ménage de la maison, ça peut me sembler énorme, ça ne me tente pas. Mais au lieu de me dire que j'ai tout à faire, je dire, OK, je me lève et je fais ça, cette partie-là. Je serai au moins fier d'avoir fait ça. Si ensuite, j'ai pas le goût de continuer, mais au moins, j'ai la fierté d'avoir fait telle chose. Et donc, je vais morceler les trucs. Et si le ménage de la maison m'emmerde au plus haut point, au lieu de passer 2-3 heures par semaine à faire d'un coup une tâche qui va me paraître colossale et qui va me paraître comme la fin du monde, pourquoi ne pas le morceler en un petit peu chaque jour? Un petit 10 minutes pour faire aujourd'hui, je fais l'aspirateur. Aujourd'hui, je fais l'époussetage. Aujourd'hui, je m'occupe du lavage. Aujourd'hui, je fais... Et donc, au bout de ma semaine, sur mes 7 jours, je vais avoir fait en quelques minutes par jour mon ménage qui va s'entretenir. Donc, au lieu des fois de prendre la tâche tout au complet si elle me répugne, bien simplement, la morceler est une bonne idée pour éviter la procrastination parce que 3 heures, ça me paraît impossible et je vais procrastiner dessus. 10 minutes, peut-être que c'est plus acceptable pour moi. Et peut-être que je peux juste me dire, je vais le faire grossièrement. Donc, des fois, passer le balai, ça ne veut pas dire tout tasser. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais en faire le minimum puis je vais contourner les meubles. Mais la prochaine fois, je vais peut-être en faire plus. Et peut-être qu'une fois levé puis en train de faire le balai, je vais me dire, tant qu'à faire, je suis aussi bien de le faire comme il faut puis de le faire au complet. Et donc, je serai fier de moi par rapport à ça. Autre petit truc très intéressant, c'est le truc de Ivy Lee. Ivy Lee qui était quelqu'un qui travaillait en optimisation de la gestion et des choses comme ça. Donc, ce gars-là est arrivé avec un principe qui disait « Mettez une liste de 6 tâches que vous allez absolument faire aujourd'hui. 6 choses. » Parce qu'il y a des gens qui, dans leur journée, ont fait plein de choses inutiles, mais n'ont pas au moins fait 6 choses intéressantes duquel ils seront fiers d'avoir fait. Et là, je ne parle pas de 6 tâches monumentales. Je parle de 6 petites tâches faciles à faire et que je vais pouvoir, à ce moment-là, être fier de les avoir accumulées. Donc, et dans une de ces tâches-là, moi, je dis toujours de mettre quelque chose qui peut être face à prendre soin de soi. Parce que même prendre soin de soi, on peut procrastiner face à ça. On peut voir que c'est difficile. Donc, je peux avoir dans ma liste des 6 choses que je veux absolument avoir fait aujourd'hui, au moins une de ces 6 choses-là sur ma liste qui va être de s'occuper de moi, d'une partie de moi. Donc, si chaque jour, je fais 6 petits trucs, au bout de ma semaine, j'en ai fait beaucoup. Et je peux donc avoir pour chaque jour 6 petits points. Et je peux, pour ma semaine, avoir divisé 6 plus grosses tâches en petits points dans ma semaine. Donc, j'aurai au moins 6 plus grosses tâches qui seront faites au bout de ma semaine. Donc, pour moi, c'est de noter, de voir que c'est fait, d'avoir des listes sur lesquelles on peut faire check, check, check. C'est intéressant. Et il faut comprendre que chaque fois que j'ai quelque chose et que je suis fier de moi, mon cerveau va m'envoyer un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense et qui est souvent très, très associé à la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de la satisfaction, du bonheur et du mieux-être. Donc, plus je sécrète ça, plus je me sens bien. Et la dopamine, c'est addictif. Et donc, plus je vais m'en donner par des petites choses, plus je vais devenir addictif à être en mouvement parce que je vais vouloir reproduire dans mon état intérieur du positif, du bien-être. Ce qui est important lorsque je vais faire les 6 points, c'est de m'assurer que je vais vraiment les faire parce que je ne veux pas avoir d'échec face à ça. Parce que malheureusement, l'intérieur se souvient 2,5 fois plus du négatif que du positif. Donc, pour un point négatif, je vais devoir faire 2,5 et plus actions positives pour venir contrebalancer. Donc, c'est beaucoup d'énergie à mettre pour pouvoir rectifier une sensation négative.
la meilleure des choses à faire, c'est d'éviter le négatif en me mettant des objectifs et des choses à faire sur ma liste que je sais que je suis capable de faire. Alors, je pense que pour aujourd'hui, pour la procrastination, on a un petit peu fait le tour. Ça vous donne des outils de pouvoir avancer. Alors, c'est important de se rappeler de tout le point des pourquoi, pourquoi j'ai fait ça, c'est quoi les mécanismes qui sont en jeu, les questions que j'ai à me poser, comment remettre en question, comment me repositionner face aux croyances qui sont là, face au dialogue intérieur, et finalement, mettre en place des petits processus qui vont me permettre de savoir ce qui est là. Dernier petit bonus avant de partir, moi j'aime bien aussi avoir des traces visuelles. On est encore des petits-enfants qui aiment avoir une petite étoile dans notre cahier. On était-tu content quand la professeure, quand l'enseignant mettait une petite étoile, un petit smile dans notre cahier pour dire « Oh, tu as fait un super beau travail ». Donc, moi souvent, j'aime bien laisser des grilles sur lesquelles je peux mettre pour voir visuellement mes réussites. À côté que si on veut augmenter un exemple de boire plus d'eau, d'avoir deux bols dans lequel un bol j'ai des billes et dans l'autre il est vide et de transférer mes billes d'un bol à l'autre pour pouvoir me rendre compte que chaque fois que j'ai pris un verre d'eau, pour qu'à la fin de la journée, le nombre de billes que je voulais, le nombre de verres d'eau que je voulais, c'est transféré dans le deuxième bol et à ce moment-là, je suis fier de moi parce que je sais que je l'ai fait et je me dis pas je l'ai-tu fait, je l'ai-tu pas fait, je le vois visuellement, je peux quantifier ma réussite. C'est important de pouvoir quantifier sa réussite, ça aide au sentiment de positif et de pouvoir se rappeler que je suis bon, pouvoir me rappeler que je suis compétent et que je suis capable de passer à l'action et que de passer à l'action, c'est agréable. Alors sur ça, je vous vois dans une prochaine vidéo. Rappelez-vous toujours que nous sommes des humains, imparfaits mais dignes, avec la possibilité de choisir et de réécrire notre vie pour devenir de meilleur en meilleur chaque jour.